Sans son, ces scènes seraient ennuyantes et ne transmettraient aucune émotion. Ces films, en plus d'être des classiques du cinéma, ont un point commun, leur conception sonore qui a été réalisée par un homme 4 fois oscarisé. Cette personne méconnue du grand public, c'est Ben Burtt, et il a créé les sons les plus iconiques du cinéma grâce à des méthodes de travail novatrices qui ont révolutionné le métier. Mais pour comprendre comment il y est parvenu, il faut d'abord qu'on revienne à ses débuts. Né en 1948 dans l'état de New York, c'est dès l'âge de 7 ans que Ben fait ses premiers pas dans le son, après que son père lui ait offert un magnétophone lorsqu'il était malade. Il commence en enregistrant des bruits d'oiseaux dans la réserve ornithologique derrière sa maison que son père possédait pour pouvoir écrire ses chroniques en plus de son métier de physicien. Néanmoins, il voit ça juste comme un passe-temps et pas comme une vocation, car il y a une chose qui le passionne encore plus, c'est le cinéma. Il réalise plusieurs courts-métrages, mais travailler dans ce milieu pour lui c'est inimaginable et il opte pour la sécurité en faisant comme son père avant lui en étudiant la physique à l'université. Ça peut sembler anecdotique, mais ça va extrêmement lui servir par la suite. Il obtient son diplôme et la même année gagne le Festival national du film étudiant pour son film Yankee Squadron. Suite à ça, il enchaîne les petits boulots pendant 2 ans parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Jusqu'à ce qu'il rencontre Arthur C. Clarke, l'écrivain de 2001 L'Odyssée de l'espace, qui lui fait réaliser qu'il est possible d'allier la science et la créativité dans son travail. Il se met alors à travailler sur des films amateurs, jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer pour les effets spéciaux qu'il a réalisés sur le film Genesis, ce qui lui permet alors de décrocher une bourse et d'étudier à l'université en Californie pour y passer une maîtrise en production de films, et pendant ces années, on lui confie une mission déterminante pour le reste de sa carrière, celle de classer toute la bibliothèque de sons des studios Columbia. Et tous ces accomplissements tapent dans l'œil du producteur américain Gary Kurtz qui lui présente un réalisateur qui recherche un sound designer pour son prochain film de science-fiction. Ce réalisateur, c'est George Lucas, et ce film, c'est... Ben, il a pas une once d'hésitation, il accepte directement le job et a même avoué plus tard avoir immédiatement compris que travailler sur Star Wars allait lui permettre de réaliser son rêve de travailler sur un véritable film de fantasy imaginatif et innovant. Parce que même s'il est très enthousiaste, il faut quand même rappeler qu'il n'y a rien qui garantissait que Star Wars deviendrait l'une des plus grandes sagas de l'histoire. Mais avant de voir comment il y a fortement contribué, car derrière chaque son qu'il a conçu, il y a une anecdote incroyable, il faut s'attarder sur ce qu'est le sound design et surtout c'est quoi la méthode Ben Burtt. Pour ceux qui le savent pas, le sound design, ça consiste à concevoir et intégrer des effets sonores pour améliorer l'immersion d'un film. Par exemple, s'il y a une scène avec une porte qui claque, il faut le bruit qui va avec. Et dans son cas, un des meilleurs moyens d'illustrer son importance, c'est cette scène. C'est le son qui, en plus d'ajouter de la tension, rend la force, cette énergie si mystérieuse et invisible, perceptible et concrète pour le spectateur. Parce qu'en fait, ce que veut George Lucas, c'est que son film soit crédible, et pour cela, il doit être réaliste. Même si c'est de la science-fiction et que ça se déroule dans une galaxie très très lointaine, il veut que le spectateur croie en son récit pour s'y projeter. Et c'est pour ça que la seule consigne qu'il donne à Ben, c'est que les sons soient le plus réalistes possible. À l'inverse des autres films de science-fiction, où les sons sont réalisés uniquement via ordinateur de manière synthétique pour accentuer le côté futuriste, Ben, il s'impose une seule règle. Toujours partir d'un bruit naturel qu'il a lui-même enregistré, qu'il remixe ensuite en y ajoutant d'autres effets afin de lui donner un caractère pour qu'il soit différenciable et reconnaissable. Mais le meilleur moyen de comprendre la théorie, c'est avec des exemples. Le premier son qu'il conçoit, c'est le plus emblématique et reconnaissable du cinéma, celui du sabre laser. Dès qu'on lui montre les concept art, il visualise le son. Étudiant, il travaillait dans les salles de projection de cinéma où il changeait les bobines et enregistre alors le bruit du moteur des projecteurs. Néanmoins, ça manque d'un effet qui évoque le danger. C'est en passant par hasard à côté de la télévision de son salon avec un micro défectueux qu'il provoque une interférence et obtient l'effet qu'il recherchait. Mais pour lui, ce n'est toujours pas suffisant, car la sonorité reste monotone et ne retransmet pas le dynamisme des combats. Il se rappelle alors de ses cours de physique et plus particulièrement de l'effet de Doppler. Pour faire simple, le son, c'est une onde, et quand un objet est en mouvement, les ondes changent de fréquence, ce qui affecte notre perception du bruit. Il diffuse donc le bruit du sabre laser sur une enceinte et l'enregistre à différents endroits de la pièce en réalisant des mouvements avec son micro pour obtenir le résultat que l'on connaît tous. Pour Dark Vador, il achète tout simplement du matériel de plongée et enregistre sa propre respiration. En revanche, pour les bruits de blaster, c'est grâce à un énorme coup de chance. Alors qu'il est tranquillement en randonnée pendant ses vacances, son sac s'accroche malencontreusement à un câble d'une tour de radio, ce qui provoque un léger bruit aigu. À son retour en Californie, comme le mec est perfectionniste, il s'arrête pas à la première tour qu'il croise, mais réalise plusieurs essais jusqu'à en trouver une qui n'avait pas d'amortisseur pour le vent, ce qui lui permet d'avoir un effet avec plus de vibrations. Ça sera pas la seule fois où il aura de la chance, mais ça aide à comprendre pourquoi il définit un bon sound design
designer, comme quelqu'un qui garde toujours les oreilles et les yeux ouverts dans la vie de tous les jours, car certains des meilleurs sons enregistrés, les sons les plus utiles, sont des choses qu'on a rencontrées par accident. Mais tu peux pas toujours compter sur la chance, surtout pour faire face à l'un des plus gros défis de ce film, celui de doubler l'un de mes personnages préférés de la saga avec Yoda, R2-D2, parce que c'est la première fois au cinéma qu'il faut donner vie à un personnage qui ne parle pas, n'a aucune expression et une gestuelle plus que limitée. Toutes ses émotions et son caractère sont transmis par la seule indication mentionnée dans le script, les sifflements aigus qu'il émet. Lucas conseille d'abord à Burt d'enregistrer des hurlements d'enfant, ce qui est pas totalement débile vu le caractère puéril du droïde. Malheureusement, le résultat, il est pas satisfaisant. Alors qu'il est au point mort, c'est en expliquant une énième fois son problème à Lucas que les deux s'amusent à imiter eux-mêmes les bruits, ce qui permet à Ben de trouver la solution. Il utilise alors un synthé pour émettre les bips qu'il remixe avec plusieurs sifflements qu'il a enregistrés pour exprimer les différentes humeurs du droïde. Et c'est la première étape de son raisonnement. Pour que les effets s'adaptent au contexte et à la situation, il diffuse le son dans différentes pièces comme une salle de bain, un couloir ou un salon qu'il réenregistre. Parce qu'avec l'insonorisation des studios, les enregistrements sont trop parfaits pour lui et ça manque d'écho, ce qui rend le bruitage naturel et réaliste. Bref, je vais pas te décrire tous les effets sonores sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Star Wars obtient le succès qu'on lui connaît et Ben est récompensé par un Oscar pour ses créations sonores. Du coup, il est bien évidemment conservé pour travailler sur le reste de la trilogie au sein de Skywalker Sound, et pour garder son indépendance vis-à-vis d'Hollywood, George Lucas réinvestit tous les profits de Star Wars dans ses différentes sociétés de production. Il peut donc pas se permettre que ces entreprises restent à rien faire sans travailler. Il les met alors à disposition de ses amis et collègues réalisateurs, dont notamment un certain Steven Spielberg. À ce moment-là, Spielberg, il a qu'un rêve, c'est de réaliser un James Bond. Il change finalement d'avis après des vacances à Hawaï avec Lucas, qui lui propose le scénario d'un film d'aventure dont il est prêt à lui céder les droits s'il s'engage à en faire une trilogie. Ce projet, c'est Indiana Jones. C'est pour ces raisons qu'on retrouve plusieurs easter eggs à Star Wars tout au long des films. Ben se charge du sound design, et même si cette fois il n'a pas tout à inventer, c'est pas ce qui va l'empêcher une nouvelle fois d'être créatif. Dès le début du film, il y a cette scène qui lui cause pas mal de soucis pour répliquer l'effet de vitesse et le poids du boulet. Il pense d'abord à simplement enregistrer une balle de bowling pour retranscrire le même effet de roulement, mais c'est beaucoup trop reconnaissable. Et une fois de plus, c'est un fait du quotidien qui va lui donner un petit coup de pouce. Lors de l'un des derniers jours de production, au volant de sa Honda Civic, il passe par une route de campagne parsemée de cailloux. Le choc des pierres contre ses roues l'interpelle. Il fixe son micro à côté de ses roues arrière, descend en roue libre pour ne pas être parasité par le bruit du moteur et obtient l'effet naturel qu'il cherchait, qu'il va ensuite remixer. Pour le fouet d'Indiana, il pouvait se contenter d'utiliser des sons déjà existants. Au lieu de ça, il préfère réquisitionner Harrison Ford entre ses scènes pour faire des enregistrements. Et c'est pas grave si c'est pas utilisable à cause du bruit ambiant du plateau, car son assistant a vu comment Indiana utilisait son arme et peut reproduire lui-même les mouvements sur différents matériaux comme du bois ou du métal pour construire sa librairie d'effets sonores. Mais Indiana Jones, c'est un fouet, mais c'est aussi des gunfights. Et pareil, il veut pas utiliser un effet déjà préenregistré. Il commande donc plusieurs modèles de pistolets avec des balles à blanc et réels pour tout tester, sauf qu'avec ses équipes, il travaille au Skywalker Ranch, le siège social des différentes sociétés de Lucasfilm. Ils sont donc pas tout seuls. Et Ben, il a prévenu personne qu'il allait essayer des armes toute l'après-midi. Par peur, tous les employés ont foncé vers leur voiture et ont décampé parce qu'ils pensaient que le ranch se faisait attaquer. Mais c'est pas l'anecdote la plus marrante de ce tournage. Parce que grâce à ce film, Ben devient la seule personne de l'histoire à gagner un Oscar grâce à ses chiottes. Et oui, le bruit de l'ouverture de l'arche, c'est le bruit de la cuvette de CVC. Certains crieront au blasphème, moi je trouve que c'est du génie et il en est bien conscient parce qu'après avoir refait sa salle de bain, il a gardé la lunette car, je cite, il ne pouvait pas jeter le couvercle de l'arche. Franchement, respect, parce que celle-là, fallait la tenter. Et c'est pas le genre de blague qui l'amène à pointer à Pôle emploi, parce que tout de suite après, il retravaille sur le prochain projet de Spielberg, qui deviendra le film le plus rentable de l'histoire contrairement à son jeu vidéo. Je parle bien évidemment de E.T. l'extraterrestre. Sur ce film, son challenge, c'est la voix d'E.T. Et comme à son habitude, il est aidé par un coup du destin. Alors qu'il est dans un magasin de caméras, il entend une voix rauque assez atypique d'une grosse fumeuse. Cette personne, c'est Pat Welch, et elle deviendra la voix d'E.T., mais aussi celle de la princesse Leia dans cette scène du retour du Jedi. Bien évidemment, c'est toujours un perfectionniste et la voix seule ne suffit pas. Il décide donc de partir très loin dans son délire en rajoutant une longue liste d'effets. Des ratons laveurs, des chevaux, des loutres de mer, le rôle de son ancien prof de cinéma et la respiration de sa femme quand elle était malade. Et vous savez c'est quoi le résultat de tout ça ? Ah, et pour ceux qui savent pas, au passage la voix d'E.T. ça donne ça. Jamais 203, il ramène la coupe à la maison, enchaîne sur le dernier Star Wars, bref, il y a vraiment tout qui lui réussit. Mais jusque là, il y a une chose que j'ai fait exprès de pas mentionner qui va devenir son plus grand héritage. À l'époque où il classait encore des effets sonores, il tombe sur un son intitulé « Homme se faisant dévorer par un alligator ». Si ce cri te rappelle quelque chose, c'est normal. C'est le célèbre cri de Willem, rebaptisé en l'hommage de ce personnage du film La Charge sur la rivière Rouge.
Et avec son pote Richard Anderson, il trouve ce cri tellement marrant qu'il l'intègre respectivement dans chacun de leurs films, l'utilisant même pour son propre caméo dans Le Retour du Jedi. Avant Star Wars, ce cri avait été utilisé seulement une dizaine de fois. Depuis, c'est devenu le bruitage le plus iconique du cinéma et on en décompte plus de 600 utilisations. Comme j'aime bien le principe, j'ai moi aussi laissé un petit easter egg sur le sujet de la prochaine vidéo et donc je t'invite à t'abonner pour pas la manquer. Bien évidemment, il intégrera le cri dans Indiana Jones et la dernière croisade où il remportera une nouvelle fois un Oscar. Cependant, à la suite de ce projet, il prend la décision de s'éloigner du sound design pour se rapprocher de la réalisation. Néanmoins, il n'y a pas de souci à se faire pour Skywalker Sound parce qu'après plus d'une décennie, Ben a eu le temps de transmettre son savoir et de former ses prédécesseurs. Parmi eux, il y a notamment Gary Wrightstorm qui obtiendra lui aussi des Oscars grâce aux dinosaures de Jurassic Park ou aux scènes de guerre dans Il faut sauver le soldat Ryan, mais aussi pour Terminator 2 et Titanic. Quant à Ben, cette période, elle est beaucoup plus calme vu qu'il bosse sur des projets plus modestes, même s'il sera quand même nominé aux Oscars de 1996 dans la catégorie meilleur court-métrage pour son documentaire Special Effects Anything Can Happen. Et justement, depuis Jurassic Park, les effets spéciaux numériques sont en plein essor, à tel point que ça convainc George Lucas de ressortir une idée qu'il avait gardée depuis bien longtemps dans un coin de sa tête, celle de réaliser un préquel sur le personnage le plus iconique de sa saga. Ni une ni deux, Ben est directement rappelé pour cette nouvelle trilogie. Sur la menace fantôme, cette fois-ci sa mission la plus complexe, c'est l'iconique course de modules. Pour rappeler inconsciemment la Formule 1, il se base sur des bruits de voitures de course, puis personnalise chaque véhicule en fonction de son apparence et du caractère du pilote, en remixant différents effets comme celle d'une brosse à dents électronique par exemple. Mais c'est dans l'attaque des clones qu'il atteint l'apogée de son art avec ça. Je vous laisse me dire en commentaire c'est quoi votre effet sonore préféré, mais pour moi, ça reste le meilleur. Malheureusement, comme tous les bons magiciens, il a jamais révélé le secret de ce son. Comme à son habitude, il réalise un travail de dingue sur l'ensemble de la prélogie, mais vu que le public est déjà habitué à son œuvre, il ne gagnera pas d'Oscar cette fois. Ce qui est pas une fin en soi, parce qu'au vu de son expérience, il est sollicité pour un projet ultra ambitieux. Un film d'animation des studios Pixar où l'on suit les aventures d'un robot solitaire conçu pour nettoyer la Terre. Ce qui est logique vu que c'est la première personne à avoir déjà réalisé cet exploit. Il reprend la même recette qu'il avait utilisé pour R2D2, néanmoins, avec la quasi-absence de dialogue, c'est ce film qui lui demande le plus de travail où il a dû se constituer une librairie avec plus de 2600 effets, auxquels il a ajouté des petites nouveautés comme les larmes de sa fille pour concevoir les lasers. Le film sera nominé aux Oscars, mais perdra face à l'excellent The Dark Knight. Après Wall-E, il poursuit sa carrière chez Skywalker Sound en travaillant sur des films comme Star Trek, Lincoln ou The Signal, mais après s'être occupé de BB-8, il ne sera plus crédité sur les films Le Dernier Jedi et l'Ascension des Skywalker et laissera la direction à Matthew Wood, un autre de ses protégés. Et même si pour certains sa filmographie se résumerait principalement à Star Wars, ce qui est déjà ouf en soi, et qu'il a été aidé à plusieurs reprises par des aléas du quotidien, c'est un visionnaire qui a bouleversé toute l'industrie du cinéma en inspirant une profession qui a par la suite repris ses méthodes, mais aussi ses blagues, et c'est pour tous ses accomplissements qu'aujourd'hui on le considère comme l'inventeur du sound design moderne.